Pour les primo-arrivants, ce sera appelé le concept. C'est une demi-heure de vulgarisation scientifique sur un sujet d'actualité ou d'intérêt commun. Et aujourd'hui, c'est Sébastien Delange qui nous parlera d'imagerie médicale. Il est dans le service d'Ilgo-Soins, service de physique biomédicale. Et Sébastien est assistant FNL. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier séminaire sandwich. Comme Gwendoline vous l'a dit, je vais essayer de vous expliquer comment on arrive à faire des images médicales comme ceci. Alors, dans cet exposé, je vais vous parler de trois techniques. Donc, la technique qui permet d'avoir des images avec des rayons X, la médecine nucléaire et l'échographie. Alors d'abord, qu'est-ce que l'imagerie médicale? En fait, c'est un ensemble de techniques qui permet d'avoir des images du corps humain, de l'intérieur du corps humain. Et ça, c'est très utile aux médecins pour poser un diagnostic et pour au mieux orienter leur traitement pour que le patient guérisse très bien. C'est aussi beaucoup utilisé en recherche médicale, notamment pour élaborer de nouveaux traitements et aussi pour comprendre le fonctionnement du corps humain, comme par exemple le cerveau. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous raconter l'histoire de la première image médicale. Elle a été obtenue en 1895 par cet homme-là, qui est un physicien allemand, William Conrad Röntgen. Et à la base, il travaillait sur le rayonnement cathodique. C'est quoi? C'est en fait le rayonnement qui est émis par un tube cathodique qui est ici. Donc c'est un tube en verre dans lequel on fait le vide. Dedans on met une anode là et une cathode. On fait passer une différence de potentiel. Et à ce moment-là, on voit apparaître ça. Donc on a un rayonnement qui apparaît. Et aussi ici un faisceau lumineux. Alors maintenant, c'est que ce faisceau-là, c'est dû aux électrons qui passent de la cathode à l'anode. Mais à cette époque-là, on ne le savait pas, donc on essayait un peu de chercher pour savoir qu'est-ce que c'était que ce bazar-là. Et donc, c'est ce qu'il faisait dans son laboratoire. Et un jour, il remarque qu'un écran de platino-cyanure de barium devient fluorescent quand il allume son tube cathodique. À partir de là, il réfléchit et il se rend compte qu'en fait, le tube cathodique émet des rayonnements qu'il ne connaît pas, donc il appelle rayons X, comme la codie mathématique. Et ces rayons vont venir taper l'écran et le faire fluorescer. Après, il fait 2-3 manips, il met des objets entre le tube et son écran, il voit que les rayons sont plus ou moins absorbés par les matières qu'il met en face. Et un jour, en chupotant, il met sa main entre le tube cathodique et l'écran ici, et il voit apparaître ses os. Et de là, il vient une idée géniale, qui est de mettre la main de sa femme entre le tube à rayon cathodique. Il n'a pas osé mettre la sienne. Ça va pas être la main de ma soeur, mais... Donc il a mis la main de sa femme entre le rayon cathodique et une plaque photographique, et de là, il a obtenu la toute première radiographie de l'histoire. Alors à partir de ce moment-là, la radiographie s'est considérablement développée jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, c'est la première partie de l'exposé, donc je vais vous parler de comment on fait une radiographie. D'abord, c'est quoi? C'est en fait une projection 2D de la zone radiographée. Donc par exemple ici, c'est une projection du thorax. Alors comment ça fonctionne? On a la machine qui est présentée là, donc elle est schématisée ici. On a un tube à rayon X qui va envoyer des rayons X sur le patient. Les rayons vont traverser le patient et être détectés ici par un détecteur. Ça, c'est dans les grandes lignes. Maintenant, on va aller un peu plus en détail. Donc, on va aller étape par étape. Donc d'abord, les rayons X, donc comment on va les produire. Pour les produire, on utilise toujours un rayon cathodique, comme en 1895. Donc c'est toujours une enceinte en verre dans laquelle on fait le vide. Dedans, on a une cathode et une anode, et on fait passer une différence de potentiel. Donc les électrons vont partir de la cathode, venir frapper l'anode métallique, et ça va créer des rayons X. Alors on met toujours aussi un petit diaphragme. C'est en fait pour contenir le faisceau, pour que le patient ait une dose minimale de rayonnement sur lui. Alors, pour comprendre comment sont créés les rayons X, en fait, il faut regarder le spectre en énergie des rayons qui sont émis, qui est ici. Alors, on remarque deux choses. D'abord, on a un rayonnement continu, qui est là, et des émissions à certaines énergies caractéristiques. Donc, on va aller étape par étape. Donc, d'abord, pour comprendre l'émission générale qui est là, c'est en fait le rayonnement de freinage. Il est dû à l'interaction entre les électrons de la cathode qui sont freinés en fait par les atomes de l'anode qui est là. Donc on a un atome de la cathode qui va arriver, il est là. Allez, voilà.
il va venir interagir avec un atome de l'anode, il va en fait être freiné par le noyau de l'atome, donc il va perdre de l'énergie, cette énergie, il va l'envoyer sous forme de photons, et dont la distribution d'énergie est donnée par cette courbe ici. Ensuite, pour les pics d'émission, c'est un autre phénomène qui intervient. On a toujours un électron de la cathode, qui est là, il va arriver, voilà. Il va venir déloger en fait un électron de l'atome de l'anode, donc un électron de la couche interne. Donc ça va faire un trou, et comme il y a un trou, un électron de la couche périphérique de l'atome va venir combler le trou. Donc il va perdre de l'énergie et envoyer un photon à une certaine énergie caractéristique. Donc ça explique des pics d'émission qu'on a ici, à certaines énergies bien fixées. Donc voilà pour produire les rayons X, une fois qu'on sait les faire, ils vont venir interagir avec le patient. En fait, ils vont être absorbés par le patient avec un certain coefficient d'absorption mu, c'est-à-dire que le nombre de rayons X qui vont traverser le patient, ça va être égal au nombre de rayons X qui sont émis par le tube, fois l'exponentielle de moins mu fois delta X, avec delta X c'est l'épaisseur que traversent les rayons. Alors ici on a le graphique, où on porte le coefficient d'absorption ici, en fonction de l'énergie des rayons X, et on voit que le coefficient d'absorption des os est beaucoup plus grand que le coefficient d'absorption de la graisse ou des muscles. Et donc ça va permettre de faire des images. Comment? Donc on regarde cette image-là. Donc on a notre petit médecin qui va envoyer des rayons X sur notre patient, qui a des muscles et un squelette. Ouais. Donc les rayons X vont venir, si un rayon X vient traverser une zone où il y a des muscles, ils vont être peu absorbés, donc ils vont venir frapper la plaque photographique. Par contre, si le rayon X vient frapper un os, il va être fortement absorbé, il ne va pas venir frapper la plaque photographique, et donc on aura du contraste entre les os et la chair en fait. Donc ça va permettre d'avoir de belles images. Par contre, le problème, c'est qu'on voit que le coefficient d'absorption pour la graisse et pour les muscles est identique. Et donc ça empêche en fait d'utiliser les rayons X pour différencier la graisse des muscles. Donc on sera bien différencier les os, mais si on veut différencier la graisse des muscles, ben, c'est pas la bonne technique à utiliser. Donc une fois que les rayons X vont traverser le patient, il faut le détecter. Donc pour cela, on va utiliser un détecteur qui est constitué d'un scintillateur et de photomultiplicateurs. Le scintillateur va en fait transformer les rayons X, qui est une lumière qu'on ne voit pas à l'œil nu, en lumière visible. Et ensuite, cette lumière va être traduite par les photomultiplicateurs en courant électrique. Ça va être transmis à un gros ordinateur qui va faire des calculs, et de là, on va avoir une belle image. Alors en plus de ça, on met toujours un collimateur ici, donc c'est constitué de plaques de plomb parallèles les unes aux autres, qui vont servir en fait à empêcher les rayons X qui vont être diffusés par le corps humain de venir frapper le scintillateur. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait ces rayons-là qui vont diffuser, ça va nous donner du bruit sur l'image, donc ça va flouter l'image. Quand on met ces parois-là, il n'y a que les rayons X qui viennent en ligne droite de la source au scintillateur qui peuvent venir le frapper, donc on a une image bien nette en fait avec ça. Voilà. Donc ici je vous ai parlé des radiographies qui permettent d'avoir des images en 2D. Avec les rayons X, il y a aussi moyen d'avoir des belles images en 3 dimensions, on les coupe transverses, comme ici avec le cerveau. Et pour ça, on utilise cette machine-là qui est en fait un scanner, ou CT scan pour computed tomographie. Alors comment ça fonctionne? Ben, on utilise toujours le même appareil que pour les radiographies. On a ici notre tube à rayons X, il m'envoie des rayons X par là. Et ici, on va être détecté. Donc on va faire une projection ici, et ensuite on va refaire cette projection à 360 degrés autour du patient. Donc on va en fait faire tourner tout cet attirail, donc détecteur plus source, on va le faire tourner à un certain angle, et on va refaire ici une projection. Ensuite on recommence à un autre angle, etc. On a la projection sur 360 degrés, on donne ça à un ordinateur, et on va avoir une belle image du cerveau ici. Alors pour comprendre plus facilement comment on va faire des images avec des scanners, on va regarder cette petite image ici simplifiée. Donc c'est un carré, dedans il n'y a rien. Et ici on a quelque chose qui va fortement absorber les rayons X, donc par exemple un os. Alors on va faire des projections sur plusieurs angles, donc d'abord à 0 degré, donc la source de rayons X est ici, les rayons vont passer comme ça. Ici il n'y a rien, ils vont venir frapper la plaque photographique, enfin le détecteur. Ici, là, s'il passe par là, il y a un os, ils vont être absorbés, donc on va avoir des contrastes. Donc ça va faire la première projection. Après, on va faire d'autres projections. Donc, par exemple, ici à 45 degrés, à 90, et puis à 135 degrés dans ce sens-là. Une fois qu'on a tout ça, on va les mettre sous la forme d'un sinogramme, c'est ça. Un sinogramme, ça représente la projection ici en fonction de l'angle.
Donc, par exemple, on va prendre la projection à 0 degré, on va la mettre là. On va prendre celle à 45, on va la mettre ici. Celle à 90 là, celle à 65 là. Et comme ça, on aura un beau sinogramme. Et ça, c'est les données qu'on aura d'un scanner. Donc une fois qu'on va faire un scanner, les données qu'on va avoir, brutes, ça va être de genre là. Après, il va falloir prendre ça et faire des images avec, reconstruire l'image. Donc pour ça, on prend toujours notre image de base et on imagine qu'on a fait un sinogramme 4 projections qui est là. Et donc la technique qu'on utilise, c'est d'abord de prendre une image vierge et ensuite on applique notre première projection. Après, on fait la deuxième, la troisième, la quatrième, hop. On voit déjà apparaître quelque chose qui ressemble fortement à l'image initiale. Alors c'est encore un peu dégueulasse, il y a toujours des artefacts partout. Mais si on augmente le nombre de projections, par exemple la 8 ou 32, on a un truc de plus en plus joli qui ressemble de plus en plus à notre image initiale. Sauf qu'on a toujours des artefacts. Mais ça, c'est dû en fait à la technique utilisée pour faire nos images. Et donc pour enlever ça, on utilise des filtres pour traiter l'image, pour avoir une belle image, pour avoir des images après qui ressemblent à ça. Donc ça, c'est une coupe transverse à ce niveau-là. Donc là, on voit le foie avec un abcès, l'estomac et la rate. Et ici, on peut faire également des images 3D, donc des coupes sagittales comme ça. Donc là, on voit la colonne vertébrale, les reins et aussi les hanches. Donc voilà pour les rayons X. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La première application, c'est les fractures osseuses. Quand vous allez à l'hôpital et vous pensez que vous avez cassé quelque chose, la première chose qu'on fait, on fait une radio. Ça dure 30 secondes, c'est directement le médecin voit si vous avez une fracture et la gravité de la fracture. Donc ça l'aide pour soigner le patient. On sait aussi faire des angiographies, donc ça c'est l'image du système veineux du patient, qu'on voit ici. Donc pour ça on injecte un produit qui va absorber les rayons X, donc un agent de contraste. On injecte dans le système veineux du patient, ce qui va permettre de voir toutes les veines. Et ça c'est par exemple utile pour détecter les phlébites, donc ça c'est des caillots de sang dans les veines, donc le sang ne passera plus par exemple. Donc ça on le voit tout de suite et on sait directement intervenir. Une autre application c'est la mammographie, donc ça c'est pour détecter tout ce qui est calcification des ganglions qui sont précurseurs du cancer du sein. C'est aussi utilisé dans la vie de tous les jours, comme par exemple à l'aéroport, quand vous scannez vos bagages, c'est des rayons X qu'on utilise. Et on sait aussi faire des belles images 3D du corps aussi. Donc voilà pour ce qui est rayons X. Maintenant on va attaquer la médecine nucléaire, et particulièrement la scintigraphie d'abord. Alors c'est quoi la médecine nucléaire? En fait c'est toutes les techniques d'imagerie qui utilisent des isotopes radioactifs pour faire des images. Donc en gros, comment ça va marcher? On va injecter ces isotopes radioactifs aux patients. Ils vont aller dans certaines zones d'intérêt, comme par exemple les tumeurs ou certains organes. Ils vont émettre des rayons gamma et ils vont être détectés ici par la gamma caméra. À partir de ce moment-là, on va pouvoir reconstruire une image comme celle-ci ou comme celle-là. Alors le problème, c'est que la scintigraphie ne permet pas d'avoir une image anatomique. On va savoir où sont les éléments radioactifs dans le corps, mais on n'aura aucune information sur l'anatomie, donc par exemple comme les rayons X. Alors pour aller plus dans le détail, donc on va un peu revoir de quoi est constituée la gamma caméra, donc qui va collecter les rayons gamma. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va injecter des éléments radioactifs à notre patient. Ces éléments-là vont aller dans certaines zones, comme par exemple ici la thyroïde. Ensuite, les éléments radioactifs vont émettre des rayonnements gamma. Ces rayonnements gamma vont être détectés par la gamma caméra, donc c'est tout cet engin-là. Donc ils vont d'abord passer dans le collimateur, je vais expliquer après à quoi ça sert. Ils vont être ensuite transformés par un cristal scintillant en lumière visible. Cette lumière va être transformée par le photomultiplicateur en courant qui va être donné à un ordinateur qui va traiter l'image et on aura des belles images comme celle-ci. Voilà. Donc maintenant on va aller plus en détail, étape par étape. Donc d'abord les radioisotopes. C'est en fait des éléments non stables qui subissent des désintégrations, des désexcitations pour arriver à un état stable. Donc c'est caractérisé par un temps de demi-vie qui est le temps à partir duquel la population d'éléments radioactifs a diminué de moitié. Alors le plus utilisé des éléments radioactifs en médecine, c'est le technetium 99 métastable, donc surtout en scintigraphie, c'est celui-là qu'on utilise, et provient de la désintégration ici du Bob Dylan, qui est une sorte de métal ici. Et donc ça va faire désintégration bêta, donc ça va donner un électron plus et technetium métastable. Et tout ça se fait dans ce petit conteneur que possèdent les hôpitaux, donc c'est un conteneur de cette taille-là. Dedans on a une petite cartouche de ce métal dedans qui va faire ces désintégrations. Et
Et on a un petit réservoir dans lequel le médecin va pouvoir venir pomper le technetium et l'injecter au patient. Une fois qu'il est injecté au patient, le technetium va se désexciter en technetium stable, plus un rayon gamma à une énergie de 140 keV. Alors une fois que les rayons gamma sont émis, il va falloir les détecter, et d'abord on va passer dans le collimateur. Alors, pour savoir à quoi ça sert, on va faire comme si on n'avait pas. Donc on va regarder cette image-là. Donc on imagine qu'on a un patient avec deux sources radioactives, ici et là. Et donc ces sources radioactives vont émettre des rayons gamma dans toutes les directions. Ce qui fait que ces rayons gamma vont venir frapper le cristal un peu partout. Et donc sur l'image finale, on aura une image très floue avec des points lumineux partout. Et on ne sera pas distinguer les deux sources radioactives. Donc ça c'est très embêtant. Donc pour empêcher ça, on va mettre ce qu'on appelle un collimateur. C'est comme pour les rayons X, c'est en fait des plaques de plomb qu'on met parallèlement les unes aux autres. Et le but de ces plaques de plomb, c'est en fait d'empêcher les rayons gamma, qui ne viennent pas perpendiculairement au cristal, de frapper le cristal. Donc, par exemple celui-là, il va venir par là, et il va être absorbé en fait par les plaques de plomb, il va se stopper par le collimateur. En fait, il n'y a que les rayons gamma qui viennent perpendiculairement au cristal qui vont pouvoir frapper le cristal. Donc ça permet d'augmenter la résolution. Donc, par exemple ici, on a deux éléments radioactifs, on a deux taches sur l'image en fait. Donc on augmente la résolution en mettant un collimateur. Voilà. Alors une fois que les rayons gamma vont passer le collimateur, il va falloir la détecter. Et pour ça, on fait comme pour les rayons X, on utilise un scintillateur qui va transformer les rayons gamma qui ne sont pas visibles à l'homme en lumière visible. Et cette lumière va être transformée par photomultiplicateur en courant électrique qui va encore passer au PC et on va avoir une belle image de ce type-là. Donc comme je l'ai dit, scintigraphie, c'est des images 2D, donc de projection. Ici, c'est une image qu'on utilise en recherche, par exemple. Donc là, on a une souris saine. Puis là, les chercheurs se sont amusés à injecter des tumeurs à la souris et des éléments radioactifs pour voir si ça marchait. Bon, conclusion, la gamma caméra fonctionne bien, donc c'est bien. Voilà. Alors, avec la scintigraphie, comme je vous l'ai dit, on fait des images en 2D de projection. Mais il y a aussi moyen de faire des images en 3D avec le même système. Et on fait ça avec des specs scans, donc cycle, photon, émission, computé de tomographie. Et donc, comment on va faire? On va en fait prendre notre gamma caméra ici, et on va la faire tourner à 360 degrés autour du patient. Donc ça va permettre d'avoir des projections à 360 degrés, donc un sinogramme, comme les scanners. Et une fois qu'on a le sinogramme, on va faire comme pour les scanners, on va traiter l'image, et ainsi on aura une image 3D ou des coupes transverses ici du cerveau. Par exemple, ici on a une petite tumeur, et là c'est un cerveau normal. Alors quelles sont les applications? Une des applications c'est la scintigraphie osseuse. Donc on injecte des produits radioactifs qui vont venir se greffer dans certaines cellules des os, donc des cellules qui ont tendance à grandir, à se développer. Donc ça va être utile pour voir les fractures osseuses ou les cancers des os. C'est aussi utile pour détecter des maladies cérébrales comme Alzheimer. Donc les cellules du cerveau sont très gourmandes, elles vont manger beaucoup de glucose. Donc ce qu'on fait, on prend l'élément radioactif, on met du glucose autour, des molécules de glucose, et on injecte ça au patient. Donc ces molécules vont être mangées par le cerveau, par les cellules du cerveau, vu qu'elles aiment bien le glucose. Et donc dans une image d'un patient sain, on va avoir un truc de ce goût-là, avec un cerveau où il y a beaucoup d'activité. Par contre, dans un patient atteint d'Alzheimer, les cellules sont moins actives, donc elles vont manger moins de glucose. Ce qui va faire qu'il y a des zones ici qui vont apparaître moins actives. Donc là, on va voir directement que le patient est atteint de la maladie. Une autre application, c'est pour mesurer le flux sanguin dans le cœur, pour voir si tout va bien. Par exemple, ici on a une image du cœur, donc c'est des bouts du cœur. Alors, comme je l'ai dit, on n'a pas d'image anatomique, donc ça fait un peu bizarre de voir un cœur comme ça, mais c'est normal. Et les médecins savent très bien interpréter ça. Donc en rouge, on a le sang. Et ici, on voit qu'on a du sang de ce côté-là, mais pas de ce côté-là. Donc en fait, c'est qu'il y a un petit souci au niveau du patient après un infarctus, donc on va opérer ça et ça ira très bien. Voilà. Donc voilà pour la médecine nucléaire. Maintenant, on va passer à l'échographie, donc c'est la dernière technique que je vais vous expliquer. Alors, comment ça marche? En fait, on va utiliser des ultrasons pour faire une image, donc par exemple ici, du petit bébé. Donc on va utiliser une sonde qui va émettre des ondes dans le corps humain. Voilà. Les ondes vont se propager dans le corps.
elles vont être réfléchies à l'interface entre deux tissus. Voilà. Elles vont revenir vers la sonde va mesurer les ondes qui reviennent, et avec ça, on va pouvoir faire une belle image du bébé. Alors, à quoi ça ressemble la machine? Ben, en fait, c'est ça. Ça ressemble en fait à un chariot à roulettes, donc c'est pas très encombrant. Dessus, on a une sonde qui va permettre d'envoyer les ondes et de les mesurer quand elles reviennent. On a également un écran, donc ça permet en fait d'avoir des images en temps réel, donc ça c'est très pratique pour le médecin. On a aussi une console, et ça permet au médecin en fait de faire des mesures sur l'image qu'il a, par exemple sur la taille des tissus musculaires, etc. Oups, il n'a rien vu. Alors comment on va faire des images avec ce principe? Ben, on va regarder ce schéma simple ici. Donc on a notre sonde, le tissu 1 et le tissu 2, ici on a une interface. Donc la sonde va envoyer des ondes hop, dans le tissu. Ces ondes vont être réfléchies à l'interface entre deux tissus, donc par exemple tissu 1 et tissu 2, et elles vont revenir vers la sonde. Voilà. Après on va pouvoir mesurer l'intervalle de temps entre le moment où la sonde a envoyé les ondes et le moment où elle les a reçues. Et à partir de là, et en connaissant la vitesse de l'onde dans le tissu, on va pouvoir calculer delta x, donc la distance entre la surface et le tissu 2. Alors la totalité de l'onde n'est pas réfléchie à l'interface des tissus, il y a toujours une partie qui est transmise. Ça c'est toujours la même chose, qu'on a une onde qui passe d'un milieu à un autre, on a une partie qui est transmise et l'autre qui réfléchit. Donc la partie qui est transmise va également être réfléchie à l'interface entre le tissu 2 et le tissu 3. Ça va revenir à la sonde. Donc on va pouvoir mesurer un delta T2, donc un delta X2, et avec ça on va pouvoir faire de belles images comme celle-ci. Donc ici en fait c'est l'image d'un foie. Faut le savoir. Et ici en fait on a une lésion. Alors la fraction d'onde qui est réfléchie et transmise à l'interface entre deux tissus va dépendre de la nature des deux tissus. Si par exemple le tissu 1 c'est un tissu mou comme des muscles et le tissu 2 c'est de l'os, ben, la totalité de l'onde va être réfléchie. L'os est beaucoup trop dense, l'onde ne va pas passer dans l'os en fait. Et donc ça empêche d'utiliser l'échographie pour voir des os ou pour voir ce qu'il y a derrière les os. Ça c'est une première limitation. La deuxième limitation, c'est si le tissu 2 c'est le nerf, la totalité de l'onde va être également réfléchie, donc on ne va pas pouvoir voir ce qui se passe derrière les poumons, dans les poumons. Voilà. Alors comment on va créer les ondes? Quelles sont les ondes qu'on va utiliser? C'est en fait des ondes sonores, de type ondes sonores, qui vont se propager dans le corps via compression, dilatation. Ces ondes vont être générées par la sonde qui est là, qui est schématisée ici. En gros, c'est constitué d'un piézoélectrique qui est relié à une source électrique. Donc une fois qu'on va appliquer un courant alternatif au piézoélectrique, il va se mettre à vibrer, donc à se dilater et à se contracter. Donc ça va créer des ondes. Ces ondes vont être transmises dans le corps du patient, vont être réfléchies et elles vont revenir. Voilà. Une fois qu'elles sont revenues, ben, il va falloir les mesurer. Donc pour ça, on va couper en fait la source électrique, le piézo va arrêter de vibrer. Et en fait, les ondes qui vont revenir vont faire vibrer le piézoélectrique, qui va créer du courant, qu'on va mesurer ensuite avec des appareils spécifiques, et donc on va pouvoir créer une image. Les applications de l'échographie, en fait, bah, la première c'est la plus connue, l'échographie du fœtus. Donc c'est pour voir déjà à quoi ressemble le bébé, pour voir aussi s'il grandit bien, s'il n'a pas de malformation, donc c'est vraiment très utile. Ça sert aussi pour faire des images du muscle, comme par exemple des déchirures musculaires, comme ici. Donc là on a le muscle du mollet avec une belle déchirure là. On peut également faire des images du tendon pour voir dans quel état ils sont. Et également, on peut aussi mesurer le flux sanguin ou le rythme cardiaque. Donc ça, comment ça marche? En fait, ce qu'on appelle l'échographie Doppler. On utilise toujours notre sonde ici, et on va envoyer des ondes à une certaine fréquence sur les globules rouges. Les globules rouges vont renvoyer les ondes vers la sonde. Alors d'abord, on va imaginer que les globules rouges vont vers la sonde, donc on a une vitesse qui vont vers la sonde. Alors à ce moment-là, la fréquence que la sonde va recevoir va être plus grande que la fréquence émise. Alors pourquoi? C'est en fait à cause de l'effet Doppler, donc on voit ici. On imagine que le petit point noir c'est un globule rouge et la sonde elle est là. Donc on voit que si le globule rouge va vers la sonde, la fréquence va être plus grande. La distance en fait entre les secondes est plus petite, donc la fréquence est plus grande. Par contre, si le globule rouge va s'éloigner de la sonde, donc la sonde est là, le globule rouge c'est toujours lui, on voit que la fréquence va être plus petite.
Et donc avec la différence de fréquence, donc la fréquence incidente envoyée par la sonde et la fréquence que la sonde reçoit, on va savoir mesurer la vitesse de coupure via cette formule. Et dans cette formule, on voit qu'on a besoin de l'angle ici, θ, qui est là. Et pour mesurer cet angle, en fait, on va faire une image du vaisseau sanguin. On va savoir mesurer l'angle. Après, on va utiliser la sonde comme échographie Doppler. Et on va savoir mesurer le flux sanguin. Ça va permettre de faire des images comme celle-ci. Donc ici, en fait, on a l'image d'une artère qui est ici en noir. Et ce qu'on voit en rouge, là, en fait, c'est le flux sanguin. Et ici, on voit qu'on a un rétrécissement de l'artère à ce niveau-là. Donc on va faire une petite opération. Voilà. Alors ça sert aussi pour faire des échocardiographies, donc faire des images du cœur, comme on voit ici. Donc ici on voit le cœur, là avec les 4 compartiments et les valves. En rouge c'est le flux sanguin, donc ici on a une autre coupe du cœur, donc on a toujours les valves ici et les 2 compartiments. Alors ça va servir à voir si le cœur fonctionne bien, si tous les muscles du cœur sont en état de service, je peux dire. Voir aussi s'il y a des problèmes au niveau des valves, aussi si le flux sanguin dans le cœur est correct. Donc c'est vraiment très utile aux médecins pour diagnostiquer des maladies cardiaques. Voilà. Ici, je vous ai présenté 3 techniques d'imagerie. On peut se demander pourquoi on fait autant de techniques d'imagerie pour voir la même chose, donc l'intérieur du corps humain. En fait, on peut voir la réponse en regardant ce petit tableau ici. Donc en fait, chaque technique a des avantages et des inconvénients, mais surtout des utilisations bien précises. Par exemple, pour les rayons X, l'avantage c'est qu'on a une bonne résolution, ça va très vite pour faire une image, donc en 30 secondes on peut faire une radio. Par contre, l'inconvénient c'est qu'on absorbe des doses de radiation pour faire un rayon X, donc c'est pas conseillé pour les femmes enceintes, elles ne peuvent pas faire ça en fait. Pour les utilisations, c'est en fait très utile pour voir des fractures des os, par exemple des angiographie. Mais pour voir des déchirures musculaires, on n'utilisera pas les rayons X, parce que, comme je l'ai dit, le coefficient d'absorption du muscle, de ce qu'il est, ne va pas changer si c'est une déchirure musculaire ou pas. Alors les scintigraphies, elles, c'est utile parce que c'est très sensible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va détecter que les éléments radioactifs qu'on injecte au patient, sauf si le patient est radioactif, mais ça c'est un autre problème. Les inconvénients, ça a une faible résolution, donc ça c'est à cause du collimateur dont je vous ai parlé. De l'ordre du centimètre. Aussi, beaucoup de doses de radiation, on vous injecte quand même des produits radioactifs, donc c'est pas trop essayer d'en faire beaucoup. Et ça prend du temps aussi pour faire les images. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le temps de mesurer assez de rayons gamma par la gamma caméra pour avoir une belle image. Et donc ça prend du temps, ça prend beaucoup plus de temps pour faire une scintigraphie qu'un rayon X. Alors ça va servir à détecter des tumeurs, par exemple, ou des maladies cérébrales. Et ça, on ne sait pas du tout faire avec les rayons X. Pour l'échographie, le gros avantage c'est qu'il n'y a pas d'irradiation, il n'y a pas de contre-indication. Donc c'est la seule technique d'imagerie médicale qu'on peut utiliser sur les femmes enceintes par exemple. L'inconvénient c'est qu'on ne sait pas avoir d'image des os, des poumons. Aussi on n'a pas de très belles images, mais il y en a quand même assez pour les médecins interpréter les données. Et c'est utilisé pour des déchirures musculaires, de la cardiographie. Et donc avec ce tableau on voit que toutes ces techniques d'imagerie en fait elles ne se marchent pas dessus, elles ne servent pas à la même chose. Et chaque technique a bien sa spécificité propre. Donc pour voir des fractures des os, on va utiliser ça, on n'utilisera pas les autres, etc. Donc c'est vraiment spécifique à chaque domaine. Alors si je vous ai parlé de 3 techniques, il en existe d'autres, comme par exemple le PET scan. Donc ça c'est aussi une technique d'imagerie médicale nucléaire. Donc ça utilise des éléments radioactifs pour faire des images 3D, comme on voit ici. Donc ça c'est un PET scan. Le patient rentre là-dedans, il y reste assez longtemps quand même, 20 minutes, entre 20 minutes et 1 heure, et on fait une belle image du corps. Une autre technique, c'est l'imagerie par résonance magnétique, là. Avec ça, on peut avoir de très belles images du corps humain, comme on voit ici, des images 3D, des coupes dans le sens qu'on veut, et on peut avoir par exemple des très belles images du cerveau, comme ici. En plus, ça a l'avantage de pouvoir, on peut jouer ce contraste entre les tissus en modifiant les séquences d'imagerie, donc en regardant la même machine en modifiant les séquences. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors, il y a encore des nouvelles machines qui vont arriver, donc on a encore besoin de vous pour faire de la recherche là-dessus. Notamment une machine qui arrive bientôt dans les hôpitaux, qui est là pour certains hôpitaux, c'est la combinaison du SPECT scan avec un CT scan, donc un scanner. Donc c'est schématisé ici. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, des images médicales nucléaires, comme le SPECT scan, ça ne permet pas d'avoir d'image atomique.
Donc on va savoir où sont les éléments radioactifs, comme ici, on va savoir qu'ils sont là. Donc c'est pas les situer par rapport aux zones du corps humain. Et donc pour remédier à ça, le patient va d'abord passer dans le SPECT-CAN, ensuite la table va avancer et on va faire un scanner du patient. Donc on aura cette image-ci. Après ces deux images, on va les superposer et ainsi on aura cette image-là, donc avec une belle image anatomique et l'endroit où se trouvent les éléments radioactifs. Donc ça va être très pratique pour les médecins pour savoir où opérer et qu'est-ce qu'il faut enlever comme tissu du malade. Alors ici c'est un exemple de cette machine-là, mais en vrai, aux hôpitaux, donc là on a le SPECT-CAN et ensuite dans le CT scan. Alors on fait aussi ça avec les PET scans et aussi combinaison de PET scan IRM, donc ça c'est encore autre chose. Il y a aussi des recherches qui visent à améliorer les techniques d'imagerie. Par exemple pour les scanners, on essaye de limiter les doses de radiation que mange un patient pendant qu'il fait un scanner. Aussi en IRM, on essaie d'optimiser le séquence d'imagerie pour avoir plus de contraste. Et également de nouvelles techniques qui sont en cours de développement. Voilà, merci de votre attention.